Chapitre 1. La mise en place dans laquelle une maison de campagne attend ses invités. Le train de l'après-midi, reliant Londres au Devon, serpentait à travers une campagne de prairies humides où paissaient lentement des moutons. La lumière automnale, pâle et majestueuse, conférait aux champs une atmosphère fantomatique, comme si l'Angleterre elle-même retenait son souffle. Le capitaine Arthur Hastings, assis en face d'un homme corpulent qui ronflait derrière son journal, jeta un coup d'œil par la fenêtre et esquissa un sourire. Il y avait quelque chose, dans un voyage à la campagne, qui apaisait l'esprit, et pourtant, songea-t-il, son ami Hercule Poirot penserait aux horaires, et non au paysage. À 3h42 précises, le train entra en gare de Kingswater. Hastings descendit sur le quai et chercha du regard la silhouette familière de son hôte, le colonel Giles Ashcombe, une vieille connaissance de l'armée dont l'invitation était arrivée, comme le disait Hastings, à l'improviste. Il avait écrit « Venez donc à Ashcombe Grange ce week-end. Ma nièce se fiance et nous organisons une petite réception pour l'occasion. Vous y retrouverez des personnes familières et vous pourrez peut-être amener votre ami belge, s'il n'est pas occupé à sauver Scotland Yard de ses propres démons. » Poirot, bien sûr, avait-il été libre, et c'est pourquoi Hastings l'avait amené. Le petit Belge descendait maintenant délicatement de la calèche. Ses chaussures vernies luisantes, sa moustache aussi impeccable que les ornements en laiton de l'horloge de la gare. Il jeta un regard approbateur vers le quai et dit « Mon ami, je vois que la ponctualité est toujours reine dans le Devonshire. Il est 3h42, et le train, il obéit. Hastings Wright. Je doute que le colonel ait un chronomètre sous la main, Poirot. C'est un homme de chevaux, pas d'horaire. Ah, mais le cheval aussi, il a le rythme dans la peau, répondit Poirot. Une créature rythmée, je l'admire. » Une voiture apparut au-delà du portail. Une Wolseley vert foncé et un homme grand et large d'épaules, à la moustache grisonnante et au visage buriné, en sortit. « Et Poirot, Hastings, splendide !» s'écria le colonel Ashcombe. « Excusez le retard, le palefrenier a encore déréglé la jauge à essence. Montez, nous avons une bonne heure de route jusqu'à la grange. » Ashcombe Grange, la maison, se dressait sur une butte boisée. Sa façade de pierre grise, adoucie par le lierre et les feuilles d'automne. Tandis que la voiture s'engageait dans la longue allée, Poirot se pencha en avant. « Une belle maison, colonel, et très ancienne, n'est-ce pas? Du XVIIe siècle, même si certaines parties sont plus anciennes, dit Ashcombe avec fierté. Mon grand-père a ajouté les lestes. C'est là que se trouvent vos chambres. Attention à l'escalier, cependant. Il est complexe. Les marches n'ont pas la même hauteur. Quel casse-tête pour l'architecte !» Poirot esquissa un sourire. Un escalier irrégulier. Ce sont les petites irrégularités de la vie qui nous font trébucher, mon colonel. À l'intérieur, le grand hall exhalait une odeur de cire à bois et de fumée légère. Un portrait d'une dame austère en dentelle noire dominait le mur. Lady Margaret Ashcombe, qui a géré le domaine pendant que les hommes étaient d'eau partis à la guerre, expliqua le colonel, et en dessous, un large escalier s'élevait en une courbe gracieuse, quoique pas parfaitement symétrique. Au sommet se tenait une jeune femme en robe blanche d'après-midi, ses cheveux blonds coiffés avec une simplicité délibérée. Elle descendit légèrement, souriante. « Voici ma nièce, mademoiselle Daphné Ashcombe, » y dit le colonel. « Et son fiancé. Ah, où est donc passé le jeune Cavendish? Il n'est jamais là où il devrait être. Je suis sûr qu'il viendra. » dit Daphné d'un ton aimable. « Comment allez-vous, capitaine Hastings? Monsieur Poirot, nous avons bien sûr entendu parler de vous. Mon oncle dit que vous pouvez lire dans les pensées d'un homme avant même qu'il ait fini son pudding. » Poirot inclina modestement la tête. « Seulement si le pudding est trop cuit, mademoiselle. » Elle rit d'un rire léger et charmant, comme venu d'une autre époque, plus innocente que le monde moderne. « Entrez donc vous réchauffer. Le thé est servi au salon. » Le rassemblement des invités au crépuscule, la maison résonnait des bruits d'arrivée.
Des mâles qui montaient l'escalier avec fracas, des rires qui résonnaient dans les couloirs, des portes qui claquaient dans l'aile est. Hastings observa les invités, sachant que Poirot ferait de même, mémorisant silencieusement les détails derrière son regard perçant et amusé. Il y avait Dr Léonard Frobisher, le médecin du village, rondouillard et rougeau, qui affectionnait particulièrement les aphorismes latins que personne d'autre ne se souvenait. Mrs Honorine Vale, une veuve d'âge incertain et de richesse certaine, portant suffisamment de diamants pour éblouir les bougies. Monsieur Roger Cavendish, le fiancé de Daphné. Un homme grand et beau dont le charme semblait travailler plutôt que naturel. Mademoiselle Clara Vale, la fille de Madame Vale, pâle et silencieuse, qui jouait magnifiquement du piano mais souriait rarement. Et enfin Grand Rateau, un ami du régiment du colonel, bruyant, le visage rougeau et racontant sans cesse ses exploits de l'époque de la frontière. C'était, pensa Hastings, une simple réception anglaise. Pourtant, avant même le dîner, il remarqua que Poirot observait l'escalier à chaque fois que quelqu'un montait ou descendait. Une fois, lorsque mademoiselle Vale trébucha légèrement sur la 3e marche, le regard de Poirot s'aiguisa. Plus tard, il se pencha pour examiner le bois, le tapotant légèrement du doigt. Hastings le taquina. « Vous ne soupçonnez tout de même pas l'escalier d'être le théâtre d'un meurtre, Poirot. » Poirot sourit doucement. « Non, mon ami, mais chaque escalier a son histoire. Et parfois, on se trompe dans le calcul. » Une tension subtile le dîner était animée. Bien que Poirot parlât peu, il écoutait. Le colonel dominait la conversation. Cavendish charmait les dames, et Madame Vale laissait entendre que sa fille était de santé fragile. Sous les rires coulaient de légers courants de malaise. Un regard furtif échangé entre Daphné et son fiancé lorsque le sujet de l'argent fut abordé. Un silence s'installa lorsqu'on évoqua le testament du colonel. Le regard de Poirot passait d'un visage à l'autre, les analysant, les observant. Plus tard, réunis dans le salon, Daphné joua doucement du piano. Le colonel somnolait. Cavendish fumait près du feu, le visage impassible. Poirot se tenait près de l'escalier dans le hall, examinant les portraits qui ornaient le mur. Hastings le rejoignit. « Tu apprécies la vue, mon vieux ?» ?»« En effet, » dit Poirot d'une voix calme. « Observez. Chaque génération regarde vers le bas, sauf la dernière. Lady Margaret, elle, regarde l'escalier lui-même. » Hastings fronça les sourcils. « Et alors ? Peut-être rien, » dit Poirot. « Ou peut-être que la dame sait qu'un jour, quelqu'un tombera de là. » Hastings laissa échapper un petit rire nerveux. « Vous avez des idées de meurtre en tête, Poirot. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Pas un meurtre, mon ami. Simplement, les mathématiques du malheur. La nuit des murmures cette nuit-là, le vent s'engouffra contre les fenêtres et la pluie se mit à tomber. Hastings, à moitié endormi, entendit de faibles pas dans le couloir et le grincement du vieil escalier. Il n'y prêta pas attention jusqu'à ce que, le lendemain matin, au petit déjeuner, la femme de chambre entre, le visage blême. « Je vous demande pardon, monsieur, » halta-t-elle, « mais il y a eu un accident. Dans l'escalier. » Des chaises grinçaient, des voix s'élevaient. Poirot était déjà debout, le visage grave. « Un accident, dites-vous ? Alors, mademoiselle, montrez-moi le chemin. » « Car de tels accidents, murmura-t-il, ne se produisent pas par hasard. » Chapitre 2. Le crime dans lequel un accident refuse de se comporter comme la lumière de l'aube était grise et terne, de celle qui transforme le bois poli en pierre froide. La pluie avait cessé peu après 3 heures, laissant l'air humide et lourd du parfum des feuilles mouillées. Hastings, encore en robe de chambre, suivit Poirot dans le couloir tandis que la maison s'animait de chuchotements anxieux. Une femme de chambre, se tordant les mains dans son tablier, les conduisit vers le grand escalier. Le colonel Ashcombe était déjà là, les cheveux en désordre, le visage blafard sous ses rougeurs habituelles. À côté de lui,
Le docteur Frobisher était agenouillé sur le palier, les doigts crispés sur le poignet d'un corps inerte, étendu à mi-chemin des escaliers. La rampe était brisée. Un chandelier gisait en morceaux sur la moquette. Le corps était celui de Roger Cavendish, le fiancé de Daphné. La scène dans l'escalier Poirot demeura immobile, son regard passant du chandelier brisé au tapis renversé sur la 3e marche, puis à l'étrange angle du cou du défunt. L'expression de Cavendish n'était pas celle de la douleur, mais celle de la stupéfaction, comme s'il avait été confronté à quelque chose d'incompréhensible dans son dernier instant. « Mort ?» murmura le colonel d'une voix rauque. Le médecin acquiesça. « Fracture du cou instantanée, je dirais. Chute du palier supérieur. Il a dû perdre l'équilibre. »« Où qu'on vous ait fait rater ça ?» dit Poirot à voix basse. Tous se retournèrent. Sa voix était d'une calme précision, sans aucune emphase. Il s'agenouilla, avec précaution et élégance, et examina les marches. Du bout des doigts, il effleura une légère trace sombre sur la rampe. « De la graisse ?» dit-il. « Non, peut-être de la pommade. Et regardez, mon colonel, le chandelier. Il a été heurté d'en haut, il n'est pas tombé. »« Bon Dieu !» s'écria Hastings. « Vous pensez ?» Poirot leva la main. « Je ne pense encore à rien, mon ami, mais j'observe. » Il se redressa, ses yeux perçants scrutant la foule rassemblée. Daphné, pâle et tremblante, serrant un mouchoir contre ses lèvres. Madame Val, figée par le choc. Mademoiselle Clara, un peu à l'écart, le regard étrangement indéchiffrable. Le major Raikes, rôdant maladroitement, chapeau à la main. Et le docteur Frobisher, toujours accroupi près du corps, évitant le regard de tous. « Je vous en prie, » dit doucement Poirot. « Personne ne doit bouger avant que j'aie terminé ma petite inspection. La police arrivera bien assez tôt. Mais avant que le bruit ne commence, nous devons écouter ce que murmure la maison. » Poirot examine l'escalier. Les gestes du détective étaient méticuleux. Il sortit son petit étui en argent, en prit une loupe et commença à examiner chaque empreinte de pas. « La 3e marche, » murmura-t-il, « inégale comme le colonel nous l'avait prévenu. Mais voyez, ici, le bord du tapis est légèrement relevé, comme s'il avait accroché un talon. Pourtant, il est humide, peut-être à cause d'une goutte de graisse de bougie. Il ne faut jamais négliger les petits détails, Hastings. Le meurtrier, s'il y en a un, est comme le mauvais serviteur qui bâcle son travail. » Il leva les yeux vers les portraits accrochés au mur. « Ils ont tout vu, ces ancêtres, » dit-il doucement. « Comme c'est cruel qu'ils ne puissent pas parler. » À ce moment-là, Daphné Ashcombe laissa échapper un petit cri et monta les escaliers en courant vers sa chambre. Poirot la regarda partir, le visage impassible. « Son chagrin est sincère, » dit-il. « Mais il est accompagné de peur, une maison sous le choc. » Lorsque l'inspecteur Hewitt de la police du comté arriva, le petit déjeuner était toujours intact dans la salle à manger. La maison était silencieuse, hormis le tic-tac de l'horloge et le murmure de la pluie qui revenait contre les fenêtres. L'inspecteur Hewitt était un homme de grande taille, aux cheveux blonds et à l'allure empreinte de bon sens. « On dirait une mauvaise chute, monsieur Poirot, » dit-il après un bref examen. « Aucune trace de lutte. Un peu de cire sur le tapis peut-être, mais ce n'est rien. L'homme est probablement tombé dans le noir. »« Ah !» dit Poirot. « Mais il n'est pas venu. Vers le bas l'escalier, mon cher inspecteur. Il est tombé à travers île. » Hewitt fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Poirot esquissa un sourire. « Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, veuillez noter cette marque sur la balustrade supérieure. Sa hauteur, environ à hauteur d'épaule, correspond précisément à l'endroit où un homme pourrait être frappé par derrière en se retournant. » Hewitt grogna, visiblement sceptique. « Nous procéderons comme d'habitude, monsieur Poirot. Déclaration, horaire, etc. »« Bien sûr, » dit Poirot d'un ton neutre. « Et moi aussi, je ferai comme d'habitude. Enfin, je crois. » La nuit d'avant, un par un, les membres du ménage ont été interrogés.
Daphné Ashcombe pâle et tremblante. Elle insista sur le fait que Roger l'avait quitté peu avant minuit. On s'est un peu disputé, rien de grave. Il a dit qu'il descendait fumer une cigarette. Je suis allé me coucher. J'ai entendu, peut-être, des pas un peu plus tard. Mais le vent était terrible. Je n'y ai pas prêté attention. Madame Vallel déclara s'être couchée à 11h30, après avoir bu un verre de lait, que Clara m'avait apporté, comme toujours. Elle avait entendu un fracas pendant la nuit, mais elle avait cru que c'était le tonnerre. Clara Vale, elle, dit d'une voix douce qu'elle lisait. « Je ne me suis pas endormie avant tard, monsieur, mais je n'ai rien entendu. Grand râteau, c'était vague. Zut alors, j'étais un peu pompette. Frobisher et moi avons fini une bouteille au coin du feu. Ça a dû se terminer vers minuit. Docteur Frobisher, il l'a confirmé, bien qu'il semblât nerveux. Je suis allé me coucher peu après Rakes, mais j'ai peut-être entendu une porte. Celle du colonel, peut-être. Difficile à dire. Et le colonel, lui-même ? Il fronça les sourcils. Zut alors, je dors comme une souche. Je n'ai rien entendu jusqu'à ce que cette misérable bonne hurle. Poirot écouta, silencieux et impassible. Lorsque la dernière déclaration eut été faite, il remercia poliment l'inspecteur et emmena Hastings à l'écart. « Mon ami, qu'est-ce que tu remarques ?»« Pas grand-chose. » J'admets Hastings. Tout le monde semblait dormir ou presque. « Exactement. Et pourtant, Hastings, quelqu'un, elle, était réveillé. Pour entendre M. Cavendish tomber. La femme de chambre l'a trouvé presque aussitôt. Vous avez remarqué le timing. » Hastings cligna des yeux. « Tu veux dire ?»« Et je veux dire, dit Poirot, que celui qui a tué M. Cavendish n'avait pas l'intention que sa mort reste longtemps inconnue. Il y a là un dessein froid. Le corps parla midi. Le corps fut transporté à la bibliothèque, les stores baissés. Poirot demanda à l'examiner une dernière fois avant qu'il ne soit emporté. Il examina attentivement les chaussures, puis la manche droite du smoking de Cavendish. Il y avait une légère trace, de la cire, sans aucun doute, mais mêlée à quelque chose de plus sombre. Il renifla. « murmura-t-il. « De l'huile de machine. Pourtant, M. Cavendish n'était pas mécanique par nature. Dites-moi, Hastings, avez-vous entendu un gramophone hier soir ?»« Oui, dans la salle de musique, » dit Hastings. « Pourquoi ?»« Parce que quelqu'un l'a blessé, et l'a blessé récemment. » Poirot se retourna, son expression se durcissant. C'est souvent dans les choses qui semblent jouer que le meurtre dissimule sa mélodie. Une ombre à la fenêtre. Tandis que le corbillard s'éloignait sur le long chemin de gravier, Poirot resta à la fenêtre, observant la pluie estomper ses contours. « C'était un homme qui souriait trop facilement, » dit-il doucement. « Un sourire peut cacher bien des choses, Hastings. L'ambition, le ressentiment, la tromperie. Vous voulez dire que Cavendish n'était pas celui qu'il paraissait être ?» La moustache de Poirot frémit. « Rares sont ceux qui le sont. Mais je vous le dis, il n'était pas censé mourir dans cet escalier. La méthode était opportune, non préméditée. Le crime n'était donc pas le fruit de la patience, mais de la passion. Alors, quelqu'un a agi soudainement ? Exactement. Et pourtant, le moyen, ils étaient là. La cire, l'huile, la marche irrégulière. Quelqu'un connaissait cet escalier intimement. Il se retourna, les yeux brillants de cette lueur particulière qu'Hastings en était venu à redouter et à admirer. Nous verrons, mon ami, si l'escalier s'est vraiment trompé dans le compte ou si c'est le meurtrier qui s'est trompé. Chapitre 3. Les petites cellules grises au travail, dans lequel M. Poirot commence à réfléchir le lendemain de la tragédie, une lumière pâle et argentée se leva, de ces matins qui paraissent trop calmes après la violence. La brume enveloppait les champs du Devon, et les fenêtres d'Ashcombe Grange ne reflétaient que leur propre vide fantomatique. À l'intérieur, les domestiques vaquaient à leurs occupations à voix basse, comme s'ils craignaient que le moindre bruit de vaisselle ne puisse offenser les morts. Hercule Poirot prit son petit déjeuner seul dans le petit salon du matin, une pièce austère mais baignée de soleil
donnant sur le jardin sud. Un plateau soigné était disposé devant lui. Café, toast et un œuf à la coque. Hastings, agité et les yeux lourds, fit irruption au milieu du repas. « Mon Dieu, Poirot, comment pouvez-vous manger après ce qui s'est passé ?» s'exclama-t-il. Poirot leva les yeux d'un air placide. « Parce que, mon ami, l'estomac ne se soucie guère de la conscience. De plus, il lui tapota délicatement la tête. Il est important de garder ses forces quand les petites cellules grises sont à l'œuvre. Je vois que vous êtes agité. Asseyez-vous, je vais vous servir un café. » Hastings s'assit à contre-cœur. « C'est terrible, vraiment. Le pauvre, je n'arrive pas à me sortir cette image de la tête. Une fracture des cervicales, dites-vous ?»« C'est ce qu'a dit le docteur Frobisher, » corrigea doucement Poirot. « Et il a peut-être raison, mais ce n'est pas le coup qui m'intéresse, mais le circonstance. C'est ce qui l'a cassé. » Une question de lumière. Poirot repoussa son œuf et croisa les mains. Et Hastings, reconstituons les faits. Monsieur Cavendish quitte la chambre de mademoiselle Ashcombe, contrarié, peut-être en colère, et décide de descendre l'escalier dans l'obscurité. Il y a un chandelier sur le palier, or il est cassé. Pourquoi? Et peut-être a-t-il trébuché et l'a-t-il attrapé en tombant? C'est possible, oui. Mais alors pourquoi la cire se trouvait-elle sur la 3e marche, et non en haut, là où la bougie est tombée? Et pourquoi, ajouta-t-il doucement, y avait-il une trace d'huile sur la rampe? La graisse de bougie et l'huile ne font pas bon ménage. Hastings fronça les sourcils. Vous pensez que quelqu'un a trafiqué la marche? Les yeux de Poirot brillèrent. Non, non, cela exigerait de la préméditation. Et je suis convaincu que ce crime a été commis sous l'emprise de la passion. Rapidement, presque impulsivement. Non, mon ami, c'est le arrangement des objets qui m'intéresse. Chacun raconte un petit mensonge. Ensemble, ils en racontent un plus grand. Il se leva en époussetant des miettes invisibles collées à ses poignets. Venez, nous examinerons l'escalier une dernière fois dans le calme du matin. Retour à la scène, le hall était vide, hormis une légère odeur de cire et de bois humide. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant la balustrade sculptée. Les chaussures vernies de Poirot claquaient doucement sur le sol tandis qu'il montait. « Regardez, Hastings, » dit-il en se penchant sur la 3e marche. « La moquette a été refixée, mais pas au même endroit. Cela cache une tache foncée. Sang? Non. De la graisse de bougie et autre chose. Sentez, s'il vous plaît. » Hastings obéit et fit la grimace. « Bon Dieu, du kérosène !» Poirot acquiesça. « Oui, quelqu'un a porté une lampe la nuit dernière, et tout n'est pas resté à l'intérieur de la lampe. » Il monta encore, s'arrêtant à l'endroit où la rampe tournait. « Et ici, cette marque, ce n'est pas une chute. C'est une main appuyée fort contre la rambarde, glissant vers le bas. Peut-être la main du meurtrier, se reprenant après le coup. » Hastings semblait mal à l'aise. « Un coup? Vous êtes donc certain qu'il a été frappé ?» Poirot esquissa un sourire. « La certitude est un luxe, mon ami, mais la probabilité, c'est le pain quotidien du détective. Venez, nous allons parler à mademoiselle Daphné. » Le récit de mademoiselle Ashcombe la trouva dans le petit salon du matin. Une silhouette pâle, vêtue de soie grise. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tenait une lettre à moitié écrite. À la vue de Poirot, elle se leva. « J'essaie d'écrire aux proches de Roger, » dit-elle d'une voix faible. « Cela me paraît impossible, comme si je parlais à un inconnu. » Poirot inclina gravement la tête. « C'est un devoir des plus cruels, mademoiselle. Mais avant d'envoyer votre lettre, quelques petites questions, si vous me le permettez. » Elle hocha la tête. « Vous avez dit à l'inspecteur que vous vous étiez disputé hier soir. » Une lueur de douleur traversa son visage. « Oui, Roger avait des dettes, je l'ai appris récemment. Il voulait que l'oncle Giles lui avance de l'argent avant le mariage. J'ai refusé de le lui demander. Nous nous sommes disputés, et il est parti, furieux. A-t-il menacé de quitter la maison? Non, seulement pour prendre le dernier train pour Londres ce matin si la situation n'était pas réglée. Ce sont ses mots. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Et après son départ, avez-vous entendu quelque chose? Des pas, une porte ?» Elle hésita. « J'ai cru entendre quelqu'un dans le couloir.
mais ça aurait pu être le commandant Rakes. Sa chambre est près de celle de Roger. Puis le vent s'est levé et je me suis endormi. Poirot s'inclina légèrement. Merci, mademoiselle. Vous êtes très courageuse. Je ne vous dérangerai plus, pour le moment. Le salon de madame Vallée, le contraste entre la sérénité empreinte de tristesse de Daphné et l'attitude de madame Val était saisissant. La vieille dame les reçut avec hauteur, alanguie au milieu d'un fouillis de coussins et de parfums. Elle fit un geste de la main parfumée vers Poirot. « J'espère que vous direz à cet inspecteur de ne pas nous soupçonner, monsieur Poirot. L'idée même, un meurtre sous mon toit. C'est choquant. C'est effectivement choquant, madame, dit Poirot d'un ton égal. Mais pas impossible. Vous avez pris votre retraite à 11h30 ? Oui, ma fille m'a apporté mon lait. Et après cela, j'ai bien sûr verrouillé ma porte. J'ai le sommeil léger, mais je n'ai rien entendu. Absolument rien. Poirot haussa les sourcils. Vous fermez toujours votre porte à clé. Certainement. Une femme n'est jamais trop prudente, même à la campagne. Il sourit poliment. Mais alors, comment mademoiselle Clara vous a-t-elle apporté le lait si vous aviez fermé la porte à clé ? Madame Vell serait dit. Je voulais dire après. Elle l'a apporté, je l'ai bu, elle est partie, et ensuite j'ai fermé la porte à clé. Ah, mais naturellement. Le ton de Poirot était doux, mais son regard était perçant. Et vous n'avez entendu aucun bruit venant de sa chambre ? Rien. Bon, merci madame. Clara Vell-Hills trouvèrent Clara au piano, ses doigts effleurant les touches sans produire le moindre son. Elle se retourna à leur entrée. « Maman a parlé, je suppose ?» dit-elle doucement. « Elle aime bien avoir quelque chose de tragique à raconter. Votre mère souffre sans doute beaucoup, » dit Poirot. « Elle doit être fière d'une fille aussi dévouée. » Clara esquissa un sourire. « Dévouée ? Peut-être, mais pas fière. Je fais ce qu'on attend de moi. Ça maintient la paix. Tu lui as apporté du lait hier soir ? Oui, à 11h30. J'ai attendu qu'elle ait fini de boire, puis je suis parti. Avez-vous vu quelqu'un dans le couloir ? Seul le major Rakes. Il venait de sortir du salon. Il avait l'air chancelant. Merci. Vous jouez magnifiquement, mademoiselle. Ses mains pâles s'attardèrent sur les touches. La musique est plus sûre que la conversation, monsieur Poirot. Le colonel et sa culpabilité, le colonel Ashcombe, étaient dans son bureau, le regard perdu vers les écuries. Poirot, dit-il d'une voix grave, je n'y comprends rien. Le garçon avait des défauts, certes, mais il devait épouser ma nièce. Je ne lui souhaiterais aucun mal. Poirot le regarda attentivement. Vous devait-il de l'argent, colonel ? Seigneur, oui, mais pas beaucoup. Il a fait allusion à un projet d'investissement. Il voulait que je le finance. J'ai refusé. J'ai dit que je ne tolérerais aucune spéculation sous mon toit. Et vous avez argumenté ? Ashcombe hésita. Oui, un peu. Mais il n'était pas du genre à garder rancune. Il en a ri avant d'aller se coucher. Poirot acquiesça. Celui qui rit facilement risque de pleurer plus fort, ou de haïr plus profondément. Merci, colonel. Une révélation silencieuse. Au fil de la journée, Poirot se retira dans la bibliothèque avec Hastings. Un feu y brûlait doucement. La pluie avait cessé, et la maison était d'un silence inquiétant. « Alors, Poirot ?» demanda Hastings. « Avez-vous une idée ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Une idée, oui, mais pas encore une conclusion. Les éléments sont là. La dispute à propos de l'argent, la lampe, la graisse de la bougie, la marche inégale. Il manque encore une chose, le... Pourquoi ? Le mobile ? Mais c'est sûrement l'argent. Peut-être, mais il y a une autre odeur, quelque chose de moins matériel, de plus humain. Il se laissa aller en arrière, les yeux mi-clos. L'amour, la jalousie, l'orgueil, voilà, mon ami, les armes les plus redoutables. Un silence s'installa. L'horloge tic-tac. Poirot se leva brusquement. « Venez, Hastings, je voudrais voir le gramophone. »« Le gramophone ? Oui, il a fonctionné hier soir. J'ai trouvé de l'huile sur la manche du défunt. L'huile utilisée pour remonter le ressort. Cela me laisse penser qu'il était près de lui. Peut-être même qu'il en jouait, avant de mourir. Et la musique ? Demanda Hastings. Poirot esquissa un sourire. Voilà la question, mon ami. Était-ce de la musique ? Ou un signal ?
Chapitre 4. Les questions commencent, dans lequel M. Poirot mène son enquête avec une férocité polie. La pluie menaçait à nouveau sur le Devon, tandis que le jour s'installait dans un calme funèbre. La tragédie d'Ashcombe-Grange avait déjà atteint le village. Quelques curieux s'attardaient près du portail, murmurant à propos du gentilhomme tombé dans l'escalier. Mais à l'intérieur de la maison, personne ne parlait plus fort qu'un murmure. Les domestiques se déplaçaient avec une prudence nerveuse, comme si l'ombre de la mort pouvait encore les entendre. Poirot s'était installé dans le bureau du colonel. Une pièce digne qui sentait légèrement le tabac et le savon de sel. Et Rouge est né entreturdudo déchexen, par la simple méthode consistant à inviter une personne à la fois à prendre un petit siège en face, il l'avait transformé en tribunal. Le capitaine Hastings, assis près de la fenêtre, carnet à la main, observait avec admiration son ami mener les interrogatoires. Poirot était d'une douceur presque bienveillante, mais ses questions étaient d'une précision chirurgicale. Major Rex. Le dernier vers. Le premier à entrer fut le Major Rex, dont la gaieté habituelle avait fait place à une mine sombre et abattue. Son visage rougeaud était plus pâle que d'ordinaire, et il semblait regretter à la fois le whisky de la veille et sa propre existence. « Bonjour, Poirot. Quelle histoire désagréable. Je n'aurais jamais cru que ce type se ferait une telle frayeur. » Poirot inclina la tête. « En effet. Soyons clairs, Major. À quelle heure avez-vous vu M. Cavendish pour la dernière fois ? Voyons voir. Vers 11h30. Peut-être un peu plus tard. Il avait eu une altercation avec mademoiselle Ashcombe, je crois. Et il est entré dans le salon tout énervé. Je lui ai proposé un verre, la politesse, quoi. Mais il a refusé. Il est monté à l'étage en trombe. Et vous, vous êtes resté en bas ? Frobisher et moi sommes restés éveillés à discuter. Enfin, j'ai parlé, il a surtout écouté. Nous avons fini la bouteille vers minuit. Où étiez-vous assis ? Près du feu, face à la porte du couloir. Les yeux de Poirot s'illuminèrent. Alors vous auriez vu quelqu'un passer dans le hall ? Rax hésita. Eh bien, c'est possible. Mais, à vrai dire, je ne surveillais pas la porte. Frobisher était plus près de ce côté-là. Poirot prit quelques notes. Merci. Dites-moi, Major, savez-vous si M. Cavendish avait des ennemis ? Des ennemis ? Pas vraiment. Il avait tendance à agacer certaines personnes. Il était un peu autoritaire. Mais les femmes l'appréciaient beaucoup. La moustache de Poirot frémit. Oui, les femmes sont souvent plus tolérantes envers l'arrogance lorsqu'elle est accompagnée de charme. Ce sera tout, Major, je vous remercie. De Dr. Leonard Frobisher, le confident. Le docteur Frobisher entra ensuite, visiblement nerveux, jouant nerveusement avec la chaîne de sa montre. Son sourire affable était forcé, et ses joues étaient d'un rouge inégal. « Vous souhaitez me poser des questions sur hier soir, monsieur Poirot ? J'ai déjà tout raconté à l'inspecteur. Je souhaite simplement reposer la question, » dit Poirot d'un ton neutre. « Pour être sûr de ne pas me tromper. Vous étiez avec le major Raquez jusqu'à minuit ? Oui, peut-être un peu plus tard. Nous discutions, de questions médicales. Vraiment ? Je ne savais pas que le major s'intéressait à l'anatomie. Frobisher toussa. Ah ! Enfin, pas vraiment. C'était plutôt une question de santé générale. Il se plaignait de son foie. Poirot se pencha en avant. Dites-moi, docteur, lorsque vous êtes monté à l'étage, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ? Le médecin fronça les sourcils. Maintenant que vous le dites, oui, j'ai cru entendre de la musique, très faiblement. Le gramophone peut-être, mais cela s'est arrêté aussitôt. Intéressant. C'était avant ou après que vous soyez arrivé dans votre chambre ? Même avant, alors que je traversais le couloir. As-tu vu quelqu'un ? Non, la lumière était faible. J'ai supposé que quelqu'un avait laissé le gramophone allumé. Poirot le remercia, et tandis que l'homme se retournait pour partir, il ajouta doucement « Ah, docteur, une petite chose. Vous avez de la pommade sur votre manchette. »
Frobisher parut surpris. Hein? Ah, oui, bien sûr, j'utilise une lotion capillaire. Un truc collant. Pourquoi? J'ai seulement remarqué une marque similaire sur la rampe, dit Poirot d'un ton aimable. On remarque ces petites coïncidences. Le visage du médecin se crispa. Quelle coïncidence! Murmura-t-il avant de partir précipitamment. 3. Madame Honorine Val, la fierté de la veuve. Madame Veil entra avec l'air de quelqu'un se rendant à une réception plutôt qu'à un interrogatoire. Elle était vêtue de soie noire. Peut-être trop tôt, bien qu'elle insistât sur le fait qu'il s'agissait de sa robe du matin. Et une broche en diamant scintillait à son cou. Mon cher monsieur Poirot, j'espère que vous ne me retiendrez pas longtemps. Cette terrible affaire m'a donné un mal de tête atroce. Je serai bref, madame, dit Poirot avec courtoisie. Vous et votre fille êtes les invités du colonel, n'est-ce pas? Pour combien de temps? 10 jours. Nous devions rester jusqu'à la semaine prochaine. Et vous connaissiez bien monsieur Cavendish? Ah, de manière intime. Un jeune homme agréable mais impulsif. Ma fille le trouvait agaçant. Poirot haussa un sourcil. Ah, pourtant, je croyais que mademoiselle Clara avait un faible pour le piano, et monsieur Cavendish pour ceux qui en jouaient. Les yeux de madame Veil s'illuminèrent. Qui vous insinuez? Rien du tout, madame, dit Poirot d'un ton suave. Ce qui m'intéresse, c'est qu'affection. Ils expliquent ainsi souvent ce que la logique ne peut pas. Son ton se fit glacial. Ma fille n'est pas du genre à se mêler aux chasseurs de dot, monsieur Poirot. Bien sûr. Mais dites-moi, hier soir, vous avez bien fermé votre porte à clé à 23h30? Oui. Après le départ de votre fille? Oui. Et pourtant, vous n'avez rien entendu? Rien. Si ce n'est peut-être un craquement dans l'escalier alors que j'étais presque endormi. Mais cette maison est vieille et le bois parle. Merci, madame, dit Poirot. Wood parle, en effet. 4. Mademoiselle Clara Veil et la pianiste. Quand Clara entra, l'atmosphère sembla changer. Elle était pâle, mais pas nerveuse. Il y avait dans son attitude une sérénité presque résignée, celle de quelqu'un qui attend d'être interrogé. « Asseyez-vous, mademoiselle, dit Poirot gentiment. « Vous êtes fatiguée, peut-être. Je n'ai pas dormi, a-t-elle admis. Tu es musicien. La musique, elle exige l'oreille, la mémoire. Dis-moi, quand tu as entendu le gramophone hier soir, qu'est-ce qu'il jouait? » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Comment saviez-vous que je l'avais entendu? »« Non, dit Poirot à voix basse. J'ai deviné. » Clara hésita. « C'était un vieux disque, le beau Danube bleu. Roger, monsieur Cavendish, le jouait souvent. C'était son préféré. Et vous l'avez entendu tard? »« Oui, juste avant minuit. Ça n'a duré que quelques secondes, puis ça s'est arrêté. J'ai pensé qu'il avait peut-être encore cassé l'aiguille. » Poirot inclina la tête. « Et après cela, j'ai entendu quelque chose de lourd tomber. J'ai cru que c'était la lampe. J'ai failli aller voir, mais ensuite il y a eu le silence. » Elle détourna le regard. « J'aurais aimé y aller, murmura-t-elle. Et peut-être, la voix de Poirot était douce. Peut-être auriez-vous partagé son sort. Réjouissez-vous, mademoiselle, que la curiosité n'ait pas triomphé de la peur. 5. Colonel Ashcombe, le maître de maison. Finalement arriva le colonel, les épaules carrées et irritables. Un homme peu habitué à être interrogé dans son propre bureau. « Écoutez, Poirot, on dirait une inquisition ratée. Vous ne pouvez pas laisser mes gens tranquilles jusqu'à la fin des funérailles? Hélas, mon colonel, le crime ne connaît pas de deuil, dit gravement Poirot. Une seule question. Qui avait les clés de la porte latérale près de la terrasse? Les domestiques, je suppose. Pourquoi? Parce que le loquet était ouvert ce matin, de l'intérieur. Je me demande bien qui l'a laissé comme ça. Ashcombe fronça les sourcils. Aucune idée. Les domestiques étaient contrariés. Elles ont peut-être oublié. Poirot hocha lentement la tête. Peut-être, mais j'aime que mes accidents soient au propre. Colonel, pas désordonné. 6. Un moment avec Hastings. Lorsque le dernier membre de la maisonnée eut quitté les lieux, Hastings posa son crayon avec un soupir. « Eh bien, Poirot, voilà, tout le monde est parti. Qu'en pensez-vous » Poirot joignit les mains.
C'est comme une œuvre musicale, mon ami. Chaque instrument joue son rôle, mais la mélodie ne se révèle qu'à la dernière note. Pourtant, j'y vois déjà une structure. Il se mit à arpenter les lieux. Réfléchissez, le gramophone, l'huile, la cire de bougie, l'escalier inégal, la querelle d'argent, oui, mais en dessous, quelque chose de plus subtil, l'émotion. Je crois que la jalousie hante ces couloirs. De la jalousie? De qui? Ah, voilà la question. La jalousie peut revêtir bien des masques, la bienséance, la dévotion, voire la pitié. Il se retourna brusquement. Et une dernière chose, le disque, le Danube bleu. Elle a été jouée pour une raison. Un message peut-être, ou un souvenir. Elle a commencé, puis elle s'est arrêtée. Monsieur Cavendish aussi. La lettre C, soir-là, alors que le crépuscule enveloppait les pelouses, Poirot était assis seul à son bureau. Il sortit de sa poche une petite enveloppe qu'il avait récupérée dans la corbeille à papier du salon de Daphné Ashcombe. Elle était déchirée, mais l'adresse restait lisible. Roger Cavendish, Esker, Ashcombe Grange. À l'intérieur se trouvait un fragment de papier, l'encre estompée par l'humidité. Diouhachish, je n'en peux plus. Si vous persistez, je lui dirai tout. Poirot le plia soigneusement, l'air grave. Oui, murmura-t-il. Et nous sommes tout près du cœur du problème. Il y a des mensonges, mais aussi de l'amour, et une erreur de comptage fatale. Chapitre 5. Les fausses pistes là, où les réponses évidentes commencent à se fissurer. Le lendemain matin, le ciel se dégagea, la brume se dissipant des collines, mais l'atmosphère à Ashcombe Grange demeurait lourde d'inquiétude. Le petit déjeuner fut un moment formel et silencieux. Le cliquetis des couverts semblait importun, toute conversation impossible. Le colonel Ashcombe, assis en bout de table, avait l'air sombre et préoccupé. Les yeux de mademoiselle Daphné Ashcombe étaient cernés par les larmes. Madame Val affichait une dignité offensée, tandis que la pâleur de sa fille était devenue presque translucide. Hastings tenta galantement de rompre le silence en évoquant la météo, mais sa voix se perdit dans le calme pesant. Seul Poirot semblait imperturbable, sirotant son chocolat avec une satisfaction délicate. Finalement, le colonel repoussa sa chaise. « L'inspecteur Hewitt sera de retour aujourd'hui, » déclara-t-il d'un ton grave. « Nous devons lui apporter toute l'aide possible. Je veux que cette affaire soit élucidée pour le bien de Daphné. » Poirot inclina la tête. « En effet, colonel, il est toujours bon de clarifier la situation, même si parfois, ce faisant, on constate que la poussière retombe encore. Une découverte inattendue. » Après le petit déjeuner, Poirot et Hastings firent le tour de la maison et du parc. L'œil de Poirot ne laissait rien passer. L'allée de gravier, les portes-fenêtres de la terrasse, l'aile des domestiques. Au détour du muret, Hastings remarqua qu'il se penchait brusquement. « Qu'y a-t-il, Poirot ?» Poirot se redressa, tenant entre le pouce et l'index un petit objet. Un clé du laiton, simple mais étrangement poli sur les bords. « Regarde, Hastings, une clé tombée sur le sol humide, mais sans aucune trace de rouille. Elle est tombée récemment. » Hastings se pencha plus près. « Cela pourrait-il venir de la porte latérale ?» Poirot l'examina pensivement dans sa paume. « Peut-être, ou peut-être d'un objet plus petit, un tiroir, un meuble. Observez la taille. Ce n'est pas une serrure, mais un objet de secret. » Il retourna la clé, étudiant les initiales faiblement gravées dessus. « R.C. Roger Cavendish » souffla Hastings. La moustache de Poirot se hérissa. « Mais oui, une clé portant ses initiales, tombée près de la terrasse dont le loquet était ouvert. Mon cher Hastings, je commence à entrevoir. Comment dire? La broderie sur la toile. La théorie de l'inspecteur Hewitt. L'inspecteur Hewitt arriva en milieu de matinée. Les bottes couvertes de boue, le souffle court mais tendu. « Bonjour, messieurs. Je suis allé au commissariat. Les bagages de Cavendish sont arrivés hier soir, mais n'ont jamais été déballés. Nous avons trouvé une lettre d'un usurier londonien, avec des menaces de dénonciation et autres.
Il semble qu'il était criblé de dettes. »« Ah !» dit Poirot d'un ton neutre. « Un motif de désespoir, assurément. »« Exactement, » dit Hewitt. « J'aurais tendance à parler de suicide. Dispute avec sa fiancée, dettes qui s'accumulent, et il fait une chute mortelle. Tout concorde ?» Les yeux sombres de Poirot brillèrent. « Tout, peut-être, s'accorde trop bien. Mon cher inspecteur, cette théorie commode, elle est comme la femme commode. Agréable, mais rarement vraie. » Hewitt fronça les sourcils. « Vous pensez le contraire ? Je pense, mon ami, que le mort n'est pas tombé. Seul. » Hewitt haussa les épaules. « Alors il va falloir me fournir des preuves. J'ai une enquête à préparer. » Poirot esquissa un sourire. « En temps voulu, je le ferai. » Une visite au quartier des domestiques Poirot, imperturbable, descendit dans le passage des domestiques où flottait une légère odeur de savon et d'amidon. Madame Briggs, la gouvernante, parut surprise de le voir. « Veuillez m'excuser, monsieur. Nous essayons de ne pas vous gêner du mieux que nous pouvons. »« Vous êtes admirable, madame, » dit Poirot chaleureusement. « Dites-moi, hier soir, est-ce que quelqu'un du personnel a entendu ou vu quelque chose ?» Elle hésita. Seule Emma, la jeune femme de chambre, a dit avoir entendu le gramophone. Mais elle a trouvé cela étrange, car le colonel ne l'autorise jamais après 10 heures. « C'est étrange, en effet, » murmura Poirot. « Et a-t-elle précisé de quel disque il s'agissait ? » « Quelque chose comme une valse, monsieur. Ça ressemblait à celle du Danube, dit-elle. Poirot acquiesça. « Merci. Vous m'avez été d'une grande aide. » Alors qu'il se retournait pour partir, il s'arrêta. « Une petite question. Y a-t-il un meuble ou un tiroir dans la chambre de M. Cavendish qui pourrait nécessiter une clé comme celle-ci ?» Madame Briggs fronça les sourcils. « Mais oui, monsieur, sa trousse de voyage. Toujours fermée à clé, je crois. »« Excellent, » dit Poirot. « Nous avançons. » L'affaire de l'écriture en fin d'après-midi, Poirot et Hastings examinèrent l'étui à lettres du défunt. Il était élégant, en cuir sombre, avec des garnitures argentées. La petite clé s'y insérait parfaitement. À l'intérieur se trouvait une correspondance soigneusement rangée, quelques chèques et une enveloppe scellée portant une mention. Privé. Le regard de Poirot s'aiguisa. Il l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier à lettres portant l'écriture d'une femme. Élégante, inclinée, indéniablement empreinte d'émotion. « Roger, je n'en peux plus. Tu as juré que c'était fini et pourtant tu persistes. Si Daphné le savait, elle en serait anéantie. Je t'en supplie, mets fin à tout ça avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour toi. » Il n'y avait pas de signature. Poirot examina le billet avec une satisfaction grave. « Vous voyez, Hastings, il y a cette ombre qui rôde aux côtés de notre victime. La jalousie d'une femme, une menace et la promesse de la ruine. » Hastings siffla doucement. « Mon Dieu, Poirot, vous pensez que l'une des femmes ?» Poirot leva le doigt comme un maître d'école. « Patience, mon ami. Réfléchir ne signifie pas conclure. Mais je vous dis ceci. L'auteur de la lettre craignait d'être démasqué. Une telle peur, voilà le germe du meurtre. Un alibi suspect ce soir-là. L'inspecteur Hewitt revint interroger les invités une nouvelle fois. Cette fois, il s'intéressa particulièrement au major Raikes. « Commandant, vous affirmez que vous et le docteur Frobisher êtes restés ensemble jusqu'à minuit ?»« Tout à fait, » dit Raikes d'un ton assuré. « Nous avons fini le whisky et nous sommes montés ensemble. » Poirot, assis tranquillement près du feu, intervint. « Et pourtant, le docteur Frobisher m'a dit qu'il avait traversé le hall à minuit et qu'il avait entendu le gramophone jouer. Vous, Major, n'avez pas mentionné une telle musique. » Raikes tira la chasse d'eau. « Je n'avais pas remarqué, je suppose. Je devais penser à mon lit. » La voix de Poirot était douce. « Et pourtant, vous étiez assis, face à la porte du hall plus tôt. Un homme à votre place, un soldat, entraîné à observer. Et vous n'avez rien remarqué. » Rax s'exclama avec véhémence. « Eh bien, je l'ai peut-être entendu faiblement. Vous autres, les détectives, vous vous faites des nœuds au cerveau pour un rien. Ah,
dit Poirot doucement. C'est dans le rien que la vérité cache. Après l'interview, Hewitt a murmuré « C'est un imbécile, celui-là. Mais je doute qu'il soit un meurtrier. » « Exactement, » répondit Poirot. « Il fanfaronne pour dissimuler son ignorance, non sa culpabilité. Mais l'ignorance peut tout de même être utile. » Les fausses pistes se multiplient. Au crépuscule, Poirot et Hastings se promenaient dans le jardin. Les lampes de la maison brillaient faiblement à travers la brume. Hastings était agité. « Je vous le dis, Poirot, c'est un vrai casse-tête. Cette lettre aurait pu venir de Daphné, de Madame Veil, ou même de Clara. Cavendish aurait très bien pu jouer tous ces rôles. »« C'est tout à fait possible, » approuva Poirot. « C'était un homme vaniteux. Mais la vanité, c'est comme un miroir. Elle reflète autant l'autre que soi-même. » Hastings semblait perplexe. « Que signifie-t-il » Poirot sourit. « Ce qui signifie que ceux qui l'admiraient ou le méprisaient en disent plus long sur eux-mêmes que sur lui. Chacun voit ce qu'il veut bien voir. C'est pourquoi les fausses pistes pullulent dans notre cas. » Il s'arrêta près du cadran solaire. « Mais même le plus rouge des harengs projette une ombre, mon ami. Il suffit de regarder sous le bon angle. » Un visiteur inattendu. Alors qu'ils se retournèrent vers la maison, une silhouette s'approcha en traversant la pelouse. Clara Veil, enveloppée dans un châle. Son visage était pâle mais déterminé. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, je dois vous parler. » Seul. Poirot inclina la tête. « Bien sûr, mademoiselle. » Une fois Hastings parti, Clara sortit une lettre pliée de sa manche. « Tu devrais voir ça, » y murmura-t-elle. « Je l'ai trouvée dans la chambre de ma mère, cachée sous le buvard. Elle vient de Roger Cavendish. » Poirot l'ouvrit. L'écriture correspondait à celle de la correspondance précédente. « Mon cher H, il faut être patient. Daphné ne se doute de rien, et bientôt l'argent sera à moi. Après cela, nous pourrons tout arranger. Seulement, je vous en prie, pas de scène. » L'expression de Poirot ne changea pas, mais ses yeux brillèrent. « Merci, mademoiselle. Vous avez bien fait de me montrer cela. Cela explique beaucoup de choses, même si ce n'est pas tout. » La voix de Clara tremblait. « Tu crois que ma mère ?» Poirot leva la main. « Je pense, mademoiselle, que l'amour est une chose dangereuse quand l'orgueil lui dicte sa loi. Mais quant à savoir si elle a obéi à ses ordres, nous verrons bien. » Poirot réfléchit tard dans la nuit. Poirot était assis devant le feu qui s'éteignait. Hastings somnolait dans un fauteuil. Le détective parlait à voix basse, comme s'il s'adressait à des personnes invisibles. Première lettre. Le désespoir d'une femme. Deuxième lettre. La tromperie d'un homme. Entre elles, un escalier qui compte les erreurs. Pourquoi erreur ? Parce qu'une marche, la marche fatale, a été faite non pas par le pied, mais par choix. Il se leva en faisant les 100 pas lentement. Oui, nous nous rapprochons de la vérité. L'acte du meurtrier n'était pas prémédité, mais il a été préparé par la passion bien longtemps auparavant. Et quelque part dans cette maison, il y a encore une odeur de kérosène. Il esquissa un sourire, une lueur s'illuminant dans ses yeux sombres. Demain, la mascarade prendra fin. Les leurs, ils ne nageront plus. Chapitre 6, un indice détaillé dans lequel une observation mineure devient une preuve majeure. Le troisième matin, après la tragédie, le temps se gâta complètement. Le vent hurlait dans les cheminées, la pluie fouettait les fenêtres, et la grande demeure semblait craquer et trembler comme un navire en pleine mer. La plupart des invités restèrent dans leur chambre. Le colonel s'était enfermé dans la salle des armes, déclarant qu'il ne voulait plus entendre parler d'escalier. Mais Hercule Poirot, insensible à la tempête et à la morosité ambiante, était de très bonne humeur. Il avait passé les premières heures à arpenter le couloir principal, s'arrêtant souvent pour contempler pensivement les murs, les tapis et même, à la grande surprise d'Hastings, les vases sur la console. Il avait inspecté une dernière fois le gramophone, retiré un fragment de cire de son aiguille et passé un bon quart d'heure à examiner le chandelier du palier avec sa loupe.
Pour Hastings, cela paraissait d'une futilité exaspérante. « Mon cher ami, s'exclama-t-il enfin, vous avez déjà trouvé une demi-douzaine d'indices, des clés, des lettres, des tâches. Et maintenant, vous examinez. Bougies. Poirot sourit, la tête légèrement inclinée. Bien sûr, car la bougie, mon ami, elle est l'âme de la maison. Elle nous révèle qui craignait l'obscurité et qui faisait semblant de ne pas la craindre. La bougie et la cire, le chandelier en question, posés sur la table de Poirot, étaient en laiton massif. À première vue, il n'avait rien de remarquable. Pourtant, les yeux de Poirot brillaient lorsqu'il le désigna du doigt avec sa pince à épiler. « Regardez, Hastings, la cire sur le bord est bleu-gris, mais la bougie dans le bougeoir était blanche. Pourquoi ?» Hastings se pencha plus près. « Peut-être que quelqu'un l'a remplacée. »« Exactement, mais pas très proprement. Voyez, la cire durcie en dessous est d'une autre couleur. Cela signifie qu'une deuxième bougie a été insérée à la hâte, peut-être pour masquer que la première avait trop brûlé. » Hastings fronça les sourcils. « Mais qu'est-ce que ça change ? Ça compte, mon ami, parce que nous pouvons maintenant dire Homsel a apporté la lumière dans l'obscurité. Quelqu'un qui avait besoin d'une bougie, alors que la lampe électrique brûlait encore dans le couloir. Quelqu'un qui souhaitait que la lumière soit locale et éphémère. » Poirot esquissa un sourire. Et ceci, Hastings, n'était pas M. Cavendish. L'empreinte après le déjeuner, Poirot demanda au domestique de lui apporter le tapis de la 3e marche, celui sur lequel Cavendish avait glissé. Il était humide et effiloché à un coin, le bord portant encore de légères traces de suie et de cire. « Maintenant, » dit Poirot doucement en s'agenouillant avec beaucoup de précaution, « nous regardons, nous écoutons, nous apprenons. » Avec sa lentille, il traça une légère indentation. Une demi-marque, rien de plus, près du bord. Elle était délicate, plus petite qu'une chaussure d'homme. Poirot la mesura avec une règle et hocha la tête, satisfait. Un talon de femme, étroit, haut et de fabrication française. Hastings siffla. Alors, Mademoiselle Ashcombe, ou Madame Veil, ou même Clara. Patience, patience. Il ne faut pas accuser hâtivement toutes les femmes qui portent des chaussures élégantes. Mais remarquez, la marque est récente, faite alors que la cire était encore molle. Cela signifie qu'elle a marché là, après que la bougie soit tombée, après la chute. Seigneur, vous voulez dire qu'elle est descendue après le meurtre ? Les yeux de Poirot pétillèrent. Exactement, mon ami. Quelqu'un est descendu silencieusement, rapidement et avec peur. Le papier brûlé plus tard, dans l'après-midi, Poirot se rendit à la cheminée de la bibliothèque, où les bûches de la nuit du meurtre étaient encore partiellement incandescentes. Il remua délicatement les cendres avec un tisonnier. « Mon cher Hastings, » murmura-t-il, « les cendres sont comme les gens. Elles vous révèlent ce qu'elles furent si vous les écoutez avec patience. » Des cendres grises, il tira un morceau de papier enroulé, à moitié brûlé. Il le lissa sur la cheminée. De faibles traits d'encre étaient visibles. L'argent promettait de le rembourser par... Hastings cligna des yeux. Un mot à propos d'argent. Ça colle avec les dettes, non ? Poirot l'examina pensivement. Oui, mais regardez le bord, déchiré d'une feuille plus petite, du papier à lettres féminin, teinté de lavande. Et l'écriture, bien que floue, n'est pas celle de Cavendish. Vous croyez qu'une femme lui a prêté de l'argent ? Je pense, dit Poirot d'une voix douce, qu'une femme lui a prêté bien plus que cela, et a exigé un remboursement d'un autre genre. L'observation d'en haut ce soir-là, tandis que le tonnerre grondait au loin, Poirot remonta à l'étage. Les lampes vacillèrent. Hastings le suivit, jetant un regard inquiet vers l'escalier où une vie avait été fauchée. Poirot s'accroupit près de la balustrade. « Voyez-vous, Hastings, ici, le bois est légèrement rugueux. Quelqu'un s'est penché dessus récemment, en appuyant, non pas en tombant, mais poussant.
Il sortit une petite enveloppe de sa poche et en versa une pincée de fine poudre noire. Après l'avoir répandue le long du rail, il souffla doucement. Une légère trace apparut, des empreintes digitales, petites et fines. « Encore une femme, » dit Poirot. « C'est possible. » Huen concéda Poirot. « Mais le plus important, c'est qu'il... » Faire face à l'extérieur. Celui qui les a placés était derrière celui qui est tombé. Hastings le fixa du regard. « Alors vous en êtes certain ?» Poirot se leva en époussetant ses genoux. « Certainement pas, mais l'escalier, elle murmure chaque jour plus fort. Le conte de la jeune fille plus tard dans la soirée. » Poirot convoqua la femme de chambre Emma sur un ton aimable mais interrogateur. « Vous avez entendu le gramophone, n'est-ce pas ?»« Ah, oui, monsieur, juste avant d'aller me coucher. Ça a commencé d'un coup, puis ça s'est arrêté. »« Et où étiez-vous ?»« Dans le hall, monsieur. Éteignez les bougies. » Poirot hocha la tête. « Avez-vous vu quelqu'un dans l'escalier ?» La jeune fille hésita. « Eh bien, j'ai cru apercevoir une ombre, monsieur, la silhouette d'une dame, près du palier. Je ne l'ai pas dit avant. J'avais peur. »« Une dame ?»« Oui, monsieur. Elle portait quelque chose de clair, peut-être gris ou blanc. » La voix de Poirot était douce. « Ce sera tout, mademoiselle. Vous avez bien travaillé. » Lorsqu'elle fut partie, Hastings le regarda d'un air interrogateur. « Une dame en gris ? C'est Daphné sans aucun doute. » Poirot plissa les yeux. « Ou Clara Vale, qui portait de la soie grise ce soir-là. Mais il ne faut pas se fier aux couleurs à la lueur des bougies, mon ami. Elles sont trompeuses, tout comme les gens. » L'expérience de Poirot après le dîner, Poirot demanda qu'on le laisse seul dans le hall. Les domestiques se retirèrent en murmurant. Poirot plaça une bougie sur le palier, remonta le gramophone et tamisa les lampes. Les douces notes de Le Danube bleu la maison étaient emplies d'une atmosphère obsédante et délibérée. « Maintenant, Hastings, dit-il, reconstituons la scène. Imaginez, la maison endormie. Cavendish qui descend, peut-être pour rencontrer quelqu'un. Le gramophone se met à jouer, signalant le calme revenu. Mais le signal est brutalement interrompu, car elle apparaît. Il s'avança vers la rampe, c'est pas précis. Des mots sont échangés, colère, reproche. Une lutte, un coup, puis la chute. Il montra la bougie du doigt. Elle panique, remplace la flamme, remet le tapis en place, touche peut-être même le corps, d'où la marque du talon. Puis elle s'enfuit à l'étage et attend le matin. Hastings frissonna. « Vous le présentez comme une certitude, Poirot. » Poirot sourit. « Certain ? Non. Mais la vérité, c'est qu'elle regarde par le rideau. » Un visiteur nocturne aux alentours de minuit, alors que Poirot s'apprêtait à se retirer, on frappa doucement à sa porte. C'était mademoiselle Daphné Ashcombe. Ses yeux étaient cernés, ses mains tremblaient. « Monsieur Poirot !» murmura-t-elle. « Je dois vous dire quelque chose !» Avant que la police ne le découvre. De la poche de son peignoir, elle sortit un petit médaillon orné. À l'intérieur se trouvait une photographie miniature de Roger Cavendish et un bout de papier. « À ma très chère D. Pardonne-moi car j'ai mal aimé, mais jamais infidèlement. » Poirot l'examina. « Vous craignez que cela soit découvert ?»« Oui, je l'ai caché dans le tiroir sous l'escalier, celui qu'il n'utilise jamais. Je pensais qu'il dirait que je l'avais tué s'il le trouvait. » Poirot baissa la tête. « Mademoiselle, dissimuler n'est pas la culpabilité, mais c'est son ombre. Vous ne l'avez pas tué, mais vous cachez quelque chose qui touche au cœur de cette tragédie. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je voulais juste oublier le passé. Il m'a menti. » Poirot lui prit doucement la main. « Oui, il a menti à beaucoup de gens, mais n'ayez crainte. Ce n'est pas vous l'accusateur de l'escalier. » Le plus petit détail, une fois qu'elle fut partie, Poirot resta longtemps assis à sa table, le médaillon devant lui. Son regard ne se fixait pas sur la photographie, mais sur la charnière. Une minuscule entaille de métal sombre sur son bord. « Ah !» murmura-t-il, « comme c'est curieux, une trace d'huile, la même huile que celle du gramophone. Elle a donc voyagé de la machine à la main au meurtre. » Il referma doucement le médaillon. « Des petites cellules grises sont satisfaites.
Demain, je tirerai sur un fil, et tout l'édifice se défera. Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. Quand le calme avant la tempête finit par éclater, le lendemain matin, la tempête qui avait secoué la maison toute la nuit s'était apaisée, laissant derrière elle un monde propre et étincelant. Pourtant, à l'intérieur d'Ashcombe Grange, l'atmosphère était loin d'être empreinte de sérénité. Les domestiques chuchotaient dans les recoins. Les invités évitaient de s'adresser la parole. Seul Poirot semblait imperturbable, impeccable comme toujours, sa moustache luisant tel un petit étendard d'ordre au milieu du chaos. À 10 heures précises, l'inspecteur Hewitt arriva de nouveau de Kingswater. Ses bottes claquèrent sur les dalles lorsqu'il entra dans le hall, et son attitude était empreinte d'une détermination lasse. « Eh bien, Monsieur Poirot, dit-il, à moins que vous ne parveniez à me soutirer des aveux, je n'ai plus aucune patience pour ces braves gens. Appelons cela un tragique accident et n'en parlons plus. » Poirot sourit légèrement. « Ah, voyez-vous, inspecteur, je ne peux pas encore me reposer, car la vérité, elle se débat comme un poisson sous la surface. Il faut attendre que les eaux se calment. La confrontation au petit déjeuner ce matin-là, le petit déjeuner se déroula dans une atmosphère tendue. Poirot, après avoir annoncé qu'il souhaitait la présence de tous pour quelques éclaircissements, avait convoqué tous les invités dans la salle à manger. Daphné Ashcombe restait immobile, sa tasse de thé intacte. Madame Vale se tenait à ses côtés, le visage impassible mais méfiant. Clara avait les yeux rivés sur son assiette. Le major Raikes tripotait nerveusement sa serviette, tandis que le docteur Frobisher s'essuyait sans cesse le front. Le colonel présidait avec une résignation morose. Poirot se tenait en bout de table, les mains jointes derrière le dos. « Mes amis, commença-t-il doucement, je crains que le paisible petit déjeuner doive attendre. Il y a de petites choses, si petites, qui me préoccupent. Par exemple, une bougie brûlée 2 fois. Un gramophone remonté trop récemment, une empreinte de talon. Ce ne sont que des broutilles, n'est-ce pas? Pourtant, ensemble, elles forment ce que nous autres Belges appelons Nekochaïsi. Le tableau complet. La cuillère de Madame Vale s'entrechoqua contre sa soucoupe. Monsieur Poirot, si cela doit être un autre interrogatoire... Ce n'est pas un interrogatoire, madame, dit Poirot d'une voix douce. Une conversation. Mais une conversation qui ne réconfortera que ceux qui auront dit la vérité. Le malaise du docteur Frobisher. Le premier regard de Poirot se posa sur le docteur. « Monsieur le docteur !» dit-il aimablement. « Vous étiez, je crois, le dernier à avoir vu le major Rex ce soir-là, avant la tragédie. » Frobisher cligna rapidement des yeux. « Oui, c'est exact. Et vous avez un faible pour la pommade, n'est-ce pas? Une certaine substance collante ?» Frobisher a dit « Oui, bien sûr, c'est une habitude professionnelle. Le temps sec assèche les cheveux. » La voix de Poirot était douce. « Ah, en effet. Il est donc curieux que la même pommade ait été retrouvée sur la rampe d'escalier près de l'endroit où M. Cavendish est tombé. » La mâchoire du médecin fonctionnait sans bruit. Poirot poursuivit. « N'ayez crainte, docteur. Je ne vous accuse pas. Vous êtes un homme de science. Non pas un homme aux passions soudaines. Mais vous, tu as vu quelque chose cette nuit-là, n'est-ce pas ?» Frobisher déglutit. « Enfin, oui, j'ai entendu le gramophone et je suis entré dans le hall. J'ai aperçu quelqu'un dans l'escalier, un instant, puis plus rien. Une dame, peut-être. » Il hésita. « Je le pensais aussi. Elle portait quelque chose de pâle. J'ai supposé que c'était mademoiselle Ashcombe. Mais je ne voulais pas être mêlé à un scandale. » Daphné laissa échapper un petit soupir. Le regard de Poirot s'attarda un instant sur elle, impénétrable. Le caractère de Madame Valavant que quiconque puisse dire un mot, Madame Vale se leva, tremblante d'indignation. « C'est monstrueux, monsieur Poirot. Ma fille et moi avons été traités comme des suspects, alors que nous étions simplement venus chercher quelques jours de tranquillité. La paix, madame, dit Poirot, est une belle chose, mais une paix bâtie sur le mensonge, elle s'effondre facilement. » Ses yeux ont étincelé. « Tromperie, vous insinuez ?
Que vous connaissiez Roger Cavendish avant cette semaine, dit Poirot d'un ton égal. Un silence s'abattit comme un rideau. Le visage de Madame Val se décolora. Est-ce faux? Vraiment? Poirot sortit de sa poche la lettre que Clara lui avait donnée, celle de Cavendish. On l'a trouvée sur votre bureau, madame. Vos initiales sur l'enveloppe. HV. Et l'écriture de l'homme qui est mort dans votre escalier. Les lèvres de Madame Veil tremblaient. Un instant, elle sembla s'évanouir. Il m'a trompé. Il m'a promis. Elle s'interrompit, son sang-froid la quittant. Il disait m'aimer. Puis j'ai découvert qu'il allait épouser Daphné. Je lui ai dit d'y mettre fin, sinon je lui dirai tout. Poirot inclina la tête. Vous avez donc écrit la lettre trouvée dans sa valise. Vous avez proféré des menaces de divulgation. Oui, murmura-t-elle. Oh, mais je jure que je ne l'ai pas vue cette nuit-là. Je suis allé me coucher, j'ai fermé ma porte à clé et... Oh, que Dieu me pardonne, j'ai souhaité sa mort. Clara, par le Claraval, pâle comme du parchemin, se leva lentement. Maman, s'il vous plaît, asseyez-vous. Puis, se tournant vers Poirot, elle dit la vérité. Roger lui a fait croire qu'il tenait à elle. Mais quand je l'ai découvert, je l'ai confronté moi-même. Un murmure parcourut la table. Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, enfin, nous arrivons à quelque chose de réel. Vous l'avez vu ce soir-là? Oui, je l'ai croisé sur le palier près de l'escalier. Je lui ai dit qu'il était odieux et que j'allais tout raconter à mademoiselle Ashcombe. Il s'est moqué de moi. J'aurais pu le pousser, mais je ne l'ai pas fait. Je le jure. Sa voix s'est brisée. Il m'a attrapé par le bras. Je me suis dégagé et il a trébuché, légèrement. Mais il s'est rattrapé à la rambarde. J'ai couru jusqu'à ma chambre. Poirot avait l'air grave. Oh, et la bougie? Elle parut surprise. La bougie? Ah, oui, je l'ai fait tomber. Je l'avais apportée de ma chambre. Les lampes du couloir étaient faibles. J'ai dû laisser de la cire sur la marche. Très bien, murmure Poirot. And the footprint? Elle le regarda, impuissante, les larmes aux yeux. Alors c'était aussi le mien. Un choc dans le salon avant que quiconque puisse réagir. Un tumulte se fit entendre dans le hall. La bonne Emma fit irruption, pâle et essoufflée. « Excusez-moi, monsieur, mais la police vient de trouver quelque chose dans les buissons près de la terrasse. » Poirot se redressa. « Quelque chose, mademoiselle ?»« Un gant, monsieur, un gant de dame, taché de sang. » Un murmure d'étonnement collectif parcourut la pièce. Poirot se tourna rapidement vers l'inspecteur Hewitt. « Nous allons le voir immédiatement. » Quelques instants plus tard, dans le hall, le gant fut déposé sur la table. Une soie ivoire délicate, tachée d'une tache brunâtre foncée au bout d'un doigt. Poirot le prit avec précaution. À l'intérieur du poignet se trouvait un monogramme brodé « D.A. Daphné Ashcombe vacilla ». « C'est à moi », murmura-t-elle. Hewitt laissa échapper un sifflement discret. « Ça sent mauvais pour vous, mademoiselle. » Poirot, cependant, leva la main. « Non, inspecteur, nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives. Un indice qui se trouve à la vue de tous est souvent placé là. À trouver, Poirot seul ce soir-là, les nuages d'orage s'amoncelèrent à nouveau, mais la pluie se fit attendre. Poirot arpentait seul les couloirs obscurcis, s'arrêtant de temps à autre pour jeter un coup d'œil dans les pièces où les lampes brillaient faiblement. La maison était agitée. Les portes grinçaient. Le vieil escalier gémissait faiblement, comme s'il soupirait sous le poids des secrets. Poirot s'arrêta à mi-chemin et posa la main sur la rampe. « Ah !» murmura-t-il. « Vous m'avez raconté votre histoire, mon ami, mais elle n'est pas encore terminée. Il reste une voix inaudible, et elle se fera entendre demain. » Et Thénardier, il leva les yeux. Du couloir au-dessus parvenait faiblement un son de musique. Le Danube bleu joua doucement au piano. Les mains de Clara Veil étaient de nouveau sur les touches, son visage éclairé par la lueur des bougies. Poirot écoutait, les yeux mi-clos. « Une valse de regret » murmura-t-il. « Et de mensonges. Mais la danse, elle est presque terminée. » La réalisation, lorsqu'il retourna dans sa chambre, Hastings le trouva en train de faire les 100 pas. Poirot, zut alors, vous les faites souffrir.
La pauvre Miss Ashcombe a l'air sur le point de s'évanouir. Poirot s'arrêta brusquement. Souffrir? Peut-être. Mais la souffrance, mon ami, est parfois le seul moyen de purifier son cœur du mensonge. Il prit le médaillon sur sa table, qui brillait encore légèrement de cette trace d'huile. « Demain, Hastings, dit-il doucement, nous mettrons à l'épreuve chaque alibi, chaque cœur, chaque mensonge. Pour l'instant, nous savons qui a écrit les lettres, qui s'est disputé, qui a proféré des menaces. Mais la question qui demeure est qui? Comte erroné? Hastings fronça les sourcils. Mauvaise estimation? Les yeux de Poirot brillèrent. Oui, mon ami, il y a 16 marches à cet escalier. Pourtant, l'un d'entre nous jure qu'il y en avait 15. Le meurtrier, dans un moment de passion, ne se souvenait pas de la maison, mais de son image. Cela, Hastings les trahira. Chapitre 8. Le tournant émotionnel. Où le cœur trahit ce que l'esprit dissimule. Le lendemain de la découverte du gant, le ciel était gris et sans vent. Un silence pesant régnait sur Ashcombe Grange, celui qui précède les aveux. La maisonnée semblait habitée par des fantômes. Les domestiques chuchotaient, les invités s'évitaient du regard. Chaque son paraissait amplifié. Le goutte à goutte de la pluie sous les avant-toits, le craquement du plancher, le tic-tac étouffé de l'horloge du hall. Hercule Poirot, en revanche, était parfaitement serein. Assis dans le salon devant la cheminée, il cirait ses chaussures déjà impeccables avec un petit carré de lin. Hastings l'observait depuis l'embrasure de la porte, exaspéré. « Bon sang, Poirot, comment pouvez-vous rester assis là si calmement? Il y a un véritable désastre à l'étage. Mademoiselle Ashcombe est à moitié folle d'angoisse. Madame Veil est alitée et Clara semble sur le point de s'effondrer. »« Tiens, et de rire. » L'expression de Poirot ne changea pas. « Mais oui, mon ami, c'est le moment de silence avant la tempête. Vous autres Anglais, vous êtes si nobles dans votre chagrin. Vous le refoulez, vous l'enfermez, et puis... » Kitty-Tane, il claqua des doigts. Il éclate. Boum. Et avec elle, la vérité. Le désespoir du le colonel Ashcombe, entra alors, le visage pâle sous sa peau burinée par le soleil. Il paraissait 10 ans de plus qu'une semaine auparavant. « Poirot, dit-il d'un ton las, je n'en peux plus. L'inspecteur parle d'une arrestation. Ma nièce, que Dieu nous vienne en aide. Et les journaux sont déjà sur le coup. Si vous avez la moindre information, le moindre élément à apporter, pour l'amour du ciel, faites-le maintenant. » Poirot se leva et s'inclina légèrement. « Courage, mon colonel, je vous le promets. Avant qu'une autre aube ne se lève sur vos collines du Devon, vous connaîtrez la vérité. Mais pour l'instant, je dois vous demander une dernière chose. Où est le plan de la maison? » « Le plan? Oui, le plan architectural. Vous avez parlé une fois des ajouts de votre grand-père. Je souhaite les voir. » Ashcombe fronça les sourcils mais obéit. Il sortit d'un tiroir un parchemin roulé et le déplia sur la table. Poirot se pencha dessus et en suivit les lignes du bout du doigt. Voilà. L'aile est le couloir des domestiques, l'escalier. Ah, nous y voilà. Voyez, Hastings, comme l'escalier fait 2 virages, mais le second palier est plus court que le premier. À l'œil nu, il paraît symétrique, mais il ne l'est pas. Hastings fixa le vide. Et puis, un pas. « Exactement, » il dit Poirot, les yeux brillants. Un pas est erroné, non pas en nombre, mais en distance. C'est pourquoi le compte est faussé. Et c'est ce qui a trahi le meurtrier. L'effondrement N, fin d'après-midi. La paix fragile se brisa. Un cri retentit dans les couloirs, aigu, étranglé, indubitablement féminin. Poirot et Hastings se précipitèrent vers le son, suivis de près par le colonel. Ils trouvèrent Clara Veil effondrée dans la salle de musique, les mains crispées sur le bord du piano. La partition de Le Danube Bleuil gisait éparpillée sur le sol. Daphné Ashcombe s'agenouilla à côté d'elle, bouleversée. Elle
Elle venait de commencer à jouer, s'écria Daphné. Et puis, elle a hurlé. Le regard de Poirot glissa rapidement du piano à la fenêtre, entr'ouverte malgré le froid. Un courant d'air agita les rideaux. Sur le rebord de la fenêtre reposait une petite bouteille en verre, débouchée. Il le ramassa, le renifla et fronça les sourcils. Du chloroforme? Mon Dieu! La voix du colonel était rauque. Vous voulez dire qu'elle a essayé de... Poirot secoua la tête. Non, elle ne l'a pas bu. Elle a été incommodée par les vapeurs. Quelqu'un a placé cette bouteille ici, délibérément. Hastings le fixa du regard. Mais qui le ferait? Poirot regarda Daphné. Qui l'a vu en dernier? Daphné hésita. Je l'étais. Je suis entré pour lui parler il y a moins de 10 minutes. Elle semblait calme. Je l'ai laissée au piano. Poirot hocha lentement la tête. Oh, mademoiselle, vous me pardonnerez donc si j'insiste pour rester un instant dans cette pièce. La musique, elle a quelque chose à me dire. Le message de la musique. Lorsque les autres se furent retirés, Poirot s'assit au piano. La pluie avait recommencé, tambourinant doucement contre la vitre. Il fixa la partition ouverte. Le Danube bleuait, il fredonnait la mélodie à voix basse. « Étrange !» murmura-t-il. « La première mesure est répétée 2 fois. Pourtant, dans cette copie, il manque une note. » Hastings fronça les sourcils. « Et alors ?» Poirot désigna une légère tache sur la marge. Une empreinte digitale dans la cire. Cela signifie que la feuille a été touchée hier soir, à la lueur d'une bougie, et que quelqu'un a tourné la page, trop tôt. La valse a été interrompue en plein milieu, exactement comme cette nuit-là. Il se leva, le visage soudain illuminé. « Hastings, ne voyez-vous pas? La musique était un signal, oui, mais pas entre amants, entre conspirateurs. » Des conspirateurs. Exactement. Un pour attirer, un pour frapper. La tempête intérieure le soir venu, la tension dans la maison était devenue insoutenable. Le colonel arpentait son bureau en marmonnant à propos de la honte. Madame Vell restait dans sa chambre sanglotant, et Daphné, assise près du feu dans le salon, fixait les flammes avec une expression de désespoir silencieux. Poirot s'approcha d'elle doucement. « Mademoiselle, puis-je m'asseoir ?» Elle hocha la tête sans lever les yeux. « You loved him, n'est-ce pas ?»« Oui, dit-elle doucement. Je le croyais, mais je crois maintenant que je n'aimais que l'idée que je m'en faisais. Et quand vous avez découvert la vérité, qu'il vous avait trompé, vous aussi, mais une autre femme. » Sa voix était faible. « Je le haïssais. Pendant un instant, j'aurais pu le tuer. » Poirot la regarda attentivement. « Mais vous, non. » Elle leva brusquement les yeux. « Non, je le jure, j'ai couru après lui dans le couloir. Je l'ai entendu m'appeler, puis quelque chose, un fracas. J'ai cru qu'il avait jeté quelque chose sous le coup de la colère. Je ne suis pas retourné sur mes pas. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Vous avez parlé avec courage. Ne le perdez pas maintenant. La vérité, elle vient comme l'aube, lentement, mais on ne peut l'arrêter. » La confession de Clara 1 heure plus tard, Poirot fut appelé à l'étage. Claraval avait suffisamment repris des forces pour parler. Son visage était blême, ses yeux cernés de fatigue, mais sa voix, lorsqu'elle commença, était claire. « Je ne voulais pas qu'il meure, » dit-elle doucement. « Quand je l'ai rencontré ce soir-là, je voulais seulement lui faire peur, le forcer à avouer ce qu'il avait fait à maman. Il s'est moqué de moi. Il a dit que nous étions tous les deux des imbéciles. J'ai perdu patience. Je l'ai poussé un tout petit peu, et il a glissé. C'était un accident. » Poirot écouta en silence. « Et ensuite, j'ai paniqué. J'ai vu que la bougie était tombée, de la cire sur la marche, et j'ai entendu quelqu'un arriver. J'ai couru à l'étage, mais je suis redescendu plus tard pour m'assurer qu'il était mort. J'ai touché la rampe, j'ai essayé de remettre le tapis en place. Je ne savais plus quoi faire. » Elle se couvrit le visage de ses mains. « Je voulais dire la vérité, mais quand ils ont trouvé les lettres de ma mère, j'ai su que personne ne me croirait. » Poirot dit doucement. « Le cœur, mademoiselle, est un mauvais juge de la culpabilité. Mais l'esprit, ah, lui, il sait. » Le rebondissement de l'histoire lorsque Poirot redescendit, Hastings l'attendait avec impatience. « Elle
Elle a donc avoué? Poirot secoua la tête. Elle a avoué ce qu'elle croit de ce qui s'est passé, mais pas ce qui s'est réellement passé. Non, mon ami, la vérité se trouve un peu plus loin. Un pas? Oui, la fausse marche, celle que l'escalier compte mal. Le meurtrier l'a mal évaluée dans l'obscurité, ignorant que le second palier était plus court. Il ou elle a frappé par derrière et s'attendait à ce que le corps tombe vers l'avant. Mais il est tombé vers l'arrière. Voilà, Hastings, l'erreur fatale. Il se tourna vers l'escalier, les yeux brillants. Demain matin, je les rassemblerai tous. La danse des mensonges a sonné sa dernière note. Il est temps maintenant que la vérité triomphe. Chapitre 9. Le piège dans lequel Hercule Poirot prépare le terrain pour la vérité. Le lendemain matin, après les aveux de Claraval, un calme trompeur régnait sur Ashcombe Grange. Le soleil perçait faiblement à travers de fins nuages. Les oiseaux chantaient timidement dans les arbres ruisselants. Pourtant, à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable, comme si les murs eux-mêmes attendaient une confrontation inévitable. Hercule Poirot se leva de bonne heure. Il prit un petit déjeuner modeste dans sa chambre. Café, toast et œufs à la coque, servis à heure fixe. Puis passa une demi-heure à arranger les chaises dans le grand hall. Hastings, entrant au beau milieu de cette étrange occupation, observa avec amusement le petit Belge déplacer chaque chaise au centimètre près, reculant d'un pas et plissant les yeux d'un air critique. « Mon Dieu, Poirot !» s'exclama-t-il. « Devons-nous nous attendre à un concert ?» Poirot ne leva pas les yeux. « Un concert ? Mais non, Hastings. Une confession. Il faut préparer le terrain pour le drame de la vérité. Vous autres Anglais, vous appelez ça la scène de salon. Et n'est-ce pas? Mais je préfère l'appeler la petite comédie morale, la pièce dans laquelle l'âme se révèle. » Il tourna légèrement une dernière chaise vers l'escalier. « Voilà, ça fera l'affaire. L'escalier sera notre témoin. » La convocation à 11 heures précises, toute la maisonnée se réunit. L'atmosphère était lourde d'appréhension. Le colonel se tenait près de la cheminée, raide et blême. Daphné était assise près de la fenêtre, pâle mais digne. Madame Veil entra au bras de sa fille, les yeux rougis mais fiers. Le docteur Frobisher semblait mal à l'aise. Le major Raikes simplement perplexe. L'inspecteur Hewitt, carnet à la main, se tenait près de la porte, déjà sceptique face à ce qu'il appelait en privé des mises en scène continentales. Poirot s'inclina poliment devant chacun d'eux. « Mes amis, je vous remercie de votre patience. Je vous ai réunis ici non pour accuser, mais pour expliquer, car je pense que vous préféreriez, avant que la justice ne se prononce, que la vérité éclate au grand jour. » La voix de Madame Veil tremblait. « Si c'est encore une humiliation... » Poirot leva la main. « Madame, la vérité n'humilie personne sauf le menteur. Asseyez-vous, je vous prie. » Il attendit que tout le monde soit assis, puis s'avança, les mains jointes devant lui. « Nous commençons, dit-il doucement, par ce qui paraît et n'est pas, la reconstitution de Poirot. » La nuit du drame, commença Poirot, Monsieur Roger Cavendish se disputa avec sa fiancée, Mademoiselle Ashcombe. Il l'avait trompée, mais pire encore, il avait trompé d'autres personnes. Il projetait d'être marié par intérêt, tout en entretenant une liaison secrète avec une autre femme de cette maison. Un murmure parcourut la pièce. Madame Veil inspira brusquement. Clara ferma brièvement les yeux. « Oui, » dit Poirot d'une voix douce. « L'autre dame, c'était vous, Madame Val. Mais votre fille, Mademoiselle Clara, a découvert la vérité. Elle l'a confrontée sur le palier. Il y avait de la colère, du reproche, peut-être même de la peur. Et à ce moment-là, elle l'a repoussée, non par méchanceté, mais par désespoir. Clara laissa échapper un cri étranglé. « Je vous l'avais dit, c'était un accident. » Poirot s'inclina légèrement. « Oui, vous le croyez. Mais voyez-vous, mademoiselle, vous l'avez fait. Pastuez-le. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Même l'inspecteur Hewitt parut surpris. Le deuxième visiteur Poirot se retourna, les yeux brillants. « Et après votre fuite, Clara, une autre personne est arrivée.
Elle avait entendu la dispute. Elle vous a suivi. Peut-être pour intervenir, peut-être pour éviter d'être découverte. Elle a trouvé Roger Cavendish vivant, meurtri, furieux, jurant vengeance. Et puis, il désigna l'escalier. Elle a frappé. Un seul coup, rapide, calculé, avec le chandelier en laiton du palier. Il a brisé la nuque de l'homme. La bougie est tombée. Le tapis a bougé. Le reste, le meurtrier l'a orchestré pour faire croire à une chute. Le regard de Poirot parcourut la pièce. La meurtrière était intelligente, mais elle s'est trompée dans son compte. Les lèvres de Daphné Ashcombe s'entr'ouvrirent. Elle, commença-t-elle faiblement, puis s'arrêta, jetant un regard confus vers sa tante et Clara. La voix de Poirot devint très faible. « Oui, mademoiselle, la meurtrière a mal compté les marches. Elle croyait qu'il y en avait 15. Il y en avait 16. Et une seule personne dans cette maison n'a pas foulé cet escalier depuis des années, car elle a le vertige. » Tous les regards se tournèrent lentement vers Madame Veil. Madame Veil, démasquée Mame Veil, porta la main à sa gorge. « C'est absurde, je n'ai jamais quitté ma chambre. » Poirot hocha légèrement la tête. « C'est ce que vous avez dit, et pourtant, vous nous avez dit que vous aviez verrouillé votre porte. » « Ils sortent après votre fille a apporté votre lait. Mais on a trouvé la serrure point ouvrir le lendemain matin. La servante aperçut une femme vêtue de blanc sur l'escalier. Blanc comme l'était votre chemise de nuit. « Vous n'avez aucune preuve ?» s'écria-t-elle. « Ah, mais je l'ai. Votre gant, madame. » Poirot sortit le gant en ivoire trouvé dans les buissons. « Le gant est brodé Théa. »« Pour Daphné Ashcombe, oui. Mais les coutures, voyez-vous, Hastings, sont plus grossières que celles des autres gants de la jeune fille, réparés à la main par une mère pour sa fille, ou peut-être empruntés à la hâte. La pointure n'est pas celle de mademoiselle Ashcombe, mais la vôtre. » Il déposa délicatement le gant sur la table. Et le bout d'un doigt était taché, non pas de sang, mais de pommade. La même pommade qu'utilisait le docteur Frobisher, celle que vous avez manipulée plus tôt dans la journée lorsqu'il est allé chercher vos médicaments. Voyez-vous, madame, la main qui a frappé portait à la fois de la cire et de l'huile. Madame Val le fixa du regard, perdant son sang-froid. « Il l'a bien cherché !» s'écria-t-elle. « Il a gâché ma vie, et il aurait gâché celle de ma fille. Il s'est moqué de moi, il m'a traité de vieille jalouse. Je voulais seulement lui faire peur. Je ne voulais pas. » Sa voix l'abandonna. Elle s'affaissa sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Le silence du colonel, le visage du colonel Ashcombe, était empreint de consternation. « Mon Dieu !» dit-il d'une voix rauque. « Tout ça, chez moi !» Poirot baissa la tête. « C'est le malheur des bonnes maisons, mon colonel. Elles attirent à la fois la famille et la folie. » Madame Veil releva la tête, les yeux exorbités. « Vous vous croyez si malin, monsieur Poirot, mais vous ne comprenez pas. Il nous aurait anéantis. Je voulais seulement l'arrêter. Je vous jure que c'était un accident. » La voix de Poirot était douce mais implacable. « Madame, les accidents ne dissimulent pas la vérité sous des gants ou des bougies. Vous avez fait ce que vous pensiez nécessaire. Mais l'escalier, elle ne pardonna pas. Le piège se referme, l'inspecteur Hewitt s'avança. « Je vais la placer en garde à vue. Madame Honorine Val, je dois vous mettre en garde. » Mais Poirot leva la main. « Attendez, inspecteur, laissez-moi terminer. Il y a encore une chose. » Il se tourna vers Clara, dont le visage pâle était figé par l'horreur. « Mademoiselle, vous avez dit un jour que la musique était plus sûre que les mots, et vous aviez raison. Mais quand vous avez joué le Danube bleu-tu, ne savez pas que ta mère s'en servait comme signal. Le disque servait à la rassurer sur le calme de la maison. Quand il s'arrêtait, elle descendait. Et quand elle frappait en croyant te sauver. » Clara laissa échapper un sanglot. « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. » La voix de Poirot s'adoucit. « Non, mon enfant, c'est pourquoi je dis que son crime était un crime du cœur, et non un crime prémédité. » Il se tourna enfin vers le colonel. « Vous verrez, mon colonel, que la justice suivra son cours, mais la clémence, peut-être, suivra. » La réflexion de Poirot une heure plus tard, le hall était vide, à l'exception de Poirot et Hastings.
La police avait emmené Madame Veil. Clara avait été conduite à l'étage en larmes, Daphné à ses côtés. Les pas lourds du colonel résonnèrent dans le couloir, puis s'estompèrent. Profondément bouleversé, Hastings se versa un whisky. « C'est terrible, Poirot. Dire qu'elle a fait ça par amour. » Poirot hocha gravement la tête. « Oui, Hastings, l'amour, la plus meurtrière des émotions. Il aveugle les yeux, assourdit les oreilles et persuade le cœur qu'il agit vertueusement. » Il s'avança vers l'escalier et posa une main gantée sur la rampe polie. Cette maison, il y avait une marche de trop, voyez-vous, et à cause de cela, un mensonge a coûté la vie. Mais ce n'est pas l'escalier qui s'est trompé dans son compte, c'est elle. Elle a compté 15, alors que la vérité en exigeait 16. Il sourit tristement. En matière de meurtre comme dans la vie, c'est toujours l'erreur de comptage qui trahit. Chapitre 10. La révélation où tous les fils sont tirés ensemble. Le soir était retombé sur Ashcombe Grange. Un léger brouillard se pressait contre les fenêtres et les lampes du hall diffusaient une lumière dorée et constante. Le silence régnait à nouveau dans la maison, hormis le doux tic-tac de la pendule de parquet qui se dressait comme une sentinelle près de l'escalier. À la demande du colonel, et peut-être par un étrange besoin de conclusion. Cheer. Tout le monde s'était de nouveau réuni au salon. Madame Veil avait été emmenée plus tôt dans l'après-midi, mais son absence n'avait pas apaisé la tension. Au contraire, elle l'avait exacerbée, comme si la maison elle-même était accablée par le poids des révélations. Poirot se tenait près du feu, impeccable comme toujours, les mains jointes dans le dos. Hastings était assis non loin, crayon à la main. L'inspecteur Hewitt, appuyé contre la cheminée, avait l'air sceptique, mais plein d'espoir. Daphné Ashcombe et Clara Veil étaient assises côte à côte sur le canapé, toutes deux pâles, les yeux rivés sur le petit Belge, dont le regard les parcourait tous avec douceur. « Poirot commence, mes amis, » dit Poirot d'une voix douce. « Le rideau est tombé, et pourtant, il faut bien, comme on dit, un bis. Car, bien que vous ayez entendu les aveux, il me semble juste de vous en donner la suite, entière image, telle qu'elle était réellement, et non telle que la passion l'imaginait. » Il arpentait lentement la pièce, ses chaussures cirées, chuchotant sur le tapis. « Nous ne commencerons pas par le meurtre, mais par l'homme. Roger Cavendish, un homme beau, charmant et vide. Il cherchait du réconfort là où il pouvait en trouver. Dans l'affection, dans l'admiration, dans l'argent. Il faisait des promesses aux femmes avec autant de désinvolture que d'autres engagent la conversation, et croyait que son intelligence le protégerait. Mais l'intelligence, mes amis, n'est pas l'intelligence. C'est de la vanité déguisée. Il regarda le piano. À Madame Veil, il avait promis le renouveau. À sa fille, la pitié. À Mademoiselle Ashcombe, la sécurité. À chacune, il avait joué un rôle. Et quand un tel homme joue 3 rôles à la fois, la tragédie est inévitable. Premier acte. La tromperie des amants. La voix de Poirot prit un rythme doux et délibéré, comme s'il dirigeait un orchestre de souvenirs. Madame Veil a rencontré Cavendish à Londres il y a quelques mois, à un concert, je crois. Il l'a charmée, a flatté sa vanité, l'a persuadé que leur amitié était un secret bien gardé, incompris du monde entier. Mais lorsqu'il est venu ici, à Ashcombe Grange, elle a découvert avec horreur qu'il était fiancé à Daphné Ashcombe. Elle lui a écrit, le menaçant de révéler leur liaison s'il n'y mettait pas fin. Il a ri, bien sûr. Les hommes comme lui rient toujours lorsqu'ils sont acculés. Poirot marqua une pause, les yeux brillants. Mais Clara Veil trouva cette lettre. Elle confronta sa mère. Une dispute éclata et les 2 femmes se sentirent trahies. Madame Val blâma la curiosité de sa fille. Clara, la naïveté de sa mère. C'était le genre de malentendu qui s'envenime en silence. Et puis vint cette nuit fatidique. Le 2e acte, la querelle Hill se tourna alors vers Daphné. « Mademoiselle,
Vous vous êtes disputé avec lui, n'est-ce pas? Il vous a demandé de l'argent. Oui, murmura-t-elle. Il a dit qu'il en avait besoin de toute urgence, que sinon il serait ruiné. Quand j'ai refusé, il était furieux. Exactement. Il acquiesça Poirot. Il a quitté votre chambre en colère, mais il n'est pas allé directement à la sienne. Il s'est d'abord arrêté au salon de musique où se trouvait le gramophone. Et là, il l'a remonté, a posé dessus le disque de Le Danube bleu, la valse qui jadis signalait à Madame Vell que la voix était libre. Mais ce soir-là, cette même mélodie causa sa perte. Elle appela non pas une femme, mais deux. Il marqua une pause. Clara l'entendit aussi. Elle crut qu'il voulait appeler sa mère. Elle descendit sur le palier, une bougie à la main, pour l'arrêter. Ils se disputèrent. Elle le frappa, légèrement, sous le coup de la colère, sans intention de lui faire du mal. Il tomba à genoux, hébété mais vivant. Effrayée, elle s'enfuit. C'est à ce moment-là, Hastings, que la bougie se renversa. De la cire coula sur la troisième marche et le tapis lui prit le talon. Le troisième acte, l'étape fatale, la voix de Poirot se fit plus grave, chaque mot prononcé avec gravité. Voici Madame Vell qui entre. La mère, insomniaque et tourmentée, entend le disque, aperçoit la porte de sa fille entr'ouverte et imagine le pire. Elle se rend sur le palier, tremblante, en chemise de nuit. Elle y trouve Cavendish, toujours chancelant, sa colère muée en mépris. Il se moque d'elle cruellement. Elle s'empare du chandelier en laiton posé sur la table à côté d'elle. Il rit de nouveau et elle frappe. Un seul coup, rapide, final. Il s'approcha de l'escalier, la main posée sur la rampe lisse. Le corps bascula en arrière, la bougie tomba, la cire se répandit, le tapis glissa. Elle se pencha, tenta de se rattraper, mais dans sa panique, elle toucha la rampe, y laissant une trace de pommade de son gant emprunté. Puis elle s'enfuit par le couloir latéral, par la porte-fenêtre de la terrasse, la porte qu'elle avait laissée entr'ouverte. Poirot leva les yeux, brillant. Et dehors, dans les buissons, elle laissa tomber le gant. Le gant qu'elle avait emprunté à mademoiselle Ashcombe plus tôt dans la journée, lorsque le sien s'était déchiré sur le loquet de la calèche. Le quatrième acte. L'escalier qui a mal compté il retourna au centre de la pièce. L'indice, mes amis, se trouvait toujours dans l'escalier. Il trompait l'œil comme la vanité trompe le cœur. 16 marches, et pourtant, pour ceux qui ne connaissaient pas les lieux, il n'y en avait que 15. Lorsque Madame Vell descendit furtivement dans l'obscurité, une chandelle à la main, elle en compta 15. Aussi, lorsqu'elle porta le coup et s'enfuit, elle se crut une marche plus haut. Cette petite erreur d'appréciation, ce simple faux compte, plaça le corps non pas là où elle pensait qu'il tomberait, mais une marche plus bas. La géométrie de la culpabilité, Hastings, précise au centimètre près. Il esquissa un sourire presque mélancolique. Un meurtrier peut tromper l'esprit, mais jamais l'architecture. La maison garde ses propres secrets. La prise de conscience de l'inspecteur Hewitt et l'inspecteur Hewitt s'éclaircit la gorge. Vous le présentez comme une pièce de théâtre, monsieur Poirot, mais vos preuves sont-elles suffisantes pour convaincre un jury? Poirot inclina la tête. Le gant, la cire, la pommade, le faux compte, l'aveu à demi-mot, tout cela est un fait. Mais ce qui convainc un jury, mon ami, ce n'est pas l'esprit, mais la conscience. Elle a avoué à sa manière en criant « Il l'a bien cherché !» Ce n'est pas le cri de l'innocence. Hewitt hocha lentement la tête, son scepticisme s'atténuant. « Je vous l'accorde, monsieur. C'est un travail soigné, tragique, certes, mais soigné. » Les conséquences. Poirot se tourna vers Clara et Daphné. « Mesdemoiselles, vous devez maintenant apprendre à pardonner. Celle qui a tué n'a pas agi par malice, mais par un désir désespéré de protéger le peu d'amour qui lui restait. Ce n'est pas l'affaire de la justice, mais la vôtre. » La voix de Daphné tremblait. « Tu le présentes comme si... inévitable. » Poirot écarta les mains. « La tragédie n'est-elle pas toujours inévitable lorsque les mensonges deviennent une habitude ? La vérité, mademoiselle, c'est un escalier. Si vous le gravissez mal, vous tomberez forcément. » Il esquissa un sourire, le visage marqué par une profonde lassitude.
Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais faire ma valise. J'en ai assez de monter des escaliers pour une vie entière.